Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocaïdou. T'imagines, j'ai du boulot là. Moi. Ouais. Je vais peut-être prendre une chambre d'hôtel. Je vais peut-être rester dormir sur Paris le soir du sincèrement, ça serait sage, si je peux me permettre, parce que de toute façon, la journée est longue. Oui. Et il y a plein de choses à découvrir. Mais tu vois, pour moi aujourd'hui, le rhum cocktail, il a une histoire extraordinaire. Là, je parle de Saint-James, 1889. Tout est déjà écrit. Et je reprends vraiment parce que cette discussion que vous avez eue m'intéressait beaucoup. Et je répète, les Polonais m'ont posé la même question. Prison dorée ou liberté ou créativité? Plus tu maîtrises ton histoire, plus tu en es libre. Ouais, c'est vrai aussi. Plus tu peux faire ce que tu veux. Or, cette culture cocktail dont je vous ai cité, là, Jerry ou Vic ou Jeffrey ou Bergeron que j'ai là, ou même ce monsieur, tiens, je vais vous donner après une petite astuce de bar. Chez Embury, en 48, il écrit ça. Alors, est-ce que vous connaissez tous? Et si vous ne la connaissez pas, je serais heureux de partager avec vous le 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça vous parle? Non. Alors, il existe ce qu'on appelle une combinaison mathématique, la fameuse formule magique des proportions du rhum punch. Ouais. 1, 2, 3, 4. 1 sour, 2 sweet, 3 strong, 4 weak. Je répète, 1 acide, 2 sucré, 3 fort, alcool, 4 weak, eau. Ça, c'est la base, l'ADN fondamental nommé de ce qu'est un rhum punch. Ok? En 48, je trouve Embury beaucoup plus intéressant. Tu vois, comme quoi, finalement, les Américains n'ont pas emmené que du sucre pour le sucre tout le temps. En 48, M. Embury dit non, ça marche pas comme ça. Ça reste 1, 2, 3, 4, mais ça va être 1 de sweet, 2 de sour, 3 de strong et 4 de weak. Si déjà j'avais ça dans un cocktail aujourd'hui, tu vois, juste cette formule-là, cet équilibre-là partout, on serait tous les plus heureux des hommes. Ouais. Et même que tu travailles sur un rhum ou sur un avicole, on serait tous les plus heureux des hommes. C'est écrit en 48, hein. J'ai rien inventé là pour le coup. Donc tu vois, ces petites clés-là, ces petits indices vont nous permettre, pour nous, enfin en tout cas pour les amateurs de rhum, et c'est ce que j'espère transmettre dans mon bouquin, c'est qu'en fait, tout est ouvert, quoi. Alors, tout est ouvert. Je jette un petit coup d'œil aux commentaires en parallèle. On a pas mal de gens du bar qui nous rejoignent là justement. On a Sam de Martinique qui est avec nous. On a Jérôme Vallanet qui vient de nous rejoindre. Salut Jérôme. Salut Monsieur Vallanet. Voilà. Letty Mathieu qui est avec nous depuis le début, comme à chaque fois. Hein, donc voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. On va essayer de les... Alors maintenant, je me permets juste je voulais vous faire un petit pied de nez, mais avec plein d'amour parce que je vous aime tous les quatre. Un petit pied. Alors, un petit pied de nez, bande de cochons. Vous êtes allés à Cuba, on est d'accord? Non, il n'y en a que 2 qui sont allés. Hein. Ah, il n'y en a que 2. Il y a 50% qui sont partis à Cuba. Pardon, les gars. On a mangé beaucoup de cochons. Ah non, c'est vrai, excuse-moi. Alors, je voulais juste vous dire un petit truc. Quand vous avez fait une virée, ce qu'on appelle, professionnellement parlant, une grande virée très professionnelle des bars. T'es d'accord? Non. Bien, un barathon serait moins élégant, donc une virée. Nous restons des professionnels. Nous restons des professionnels, entre professionnels. Bon. Est-ce que vous êtes allé faire un tour au Sloppy Joe's? Non. Vous reprenez l'avion tout de suite? On est passé devant, mais on est pas. Il n'est resté qu'une semaine, Stéphane. Bah, viens avec moi une semaine. Non. Mais si, au contraire. Tu vas photographier les fleurs, je te garantis. Non, j'ai fait la Pologne avec toi, ça va. Alors, je vous ai emmené pour la petite anecdote, parce que tu me demandes comment est-ce que le rhum peut avancer. Alors, je vous le dis, je travaille à créer une chaîne de bars en Bretagne qui serviront à parler du rhum, et surtout du rhum agricole et du rhum Saint-James. Okay. Là, c'est mon projet aujourd'hui. Ça me tient à cœur, après avoir créé à la française, de créer la Bretagne. Ok. Bon. Et il s'avère que finalement, les grandes idées, d'autres les ont eu avant. Qu'est-ce qui va faire le succès d'une marque? Le packaging, la PLV. Qu'est-ce qui va faire le succès d'une marque? Des grands bars. À la française est fermée parce que suite à ce qui s'est passé avec mes associés, mais ce que je souhaite en Bretagne, c'est des bars qui resteront et qui serviront la cause, dit avec humour, mais je le pense comme tel, du rhum agricole en Bretagne. D'accord? Alors maintenant, de comment je m'inspire? Je m'inspire de recherche, je m'inspire aussi de petites choses que je trouve. Alors, naturellement, je trouvais ça sur des marchés américains.
Vous avez devant vous, je ne sais pas si vous le verrez bien, le seul et unique plateau au monde fait en bois du Sloppy Joe's des années 30. Et ça, c'est ce que buvaient les touristes quand ils allaient dans ce bar. Mhm. Ils buvaient là-dedans. Maintenant, tu vas me dire, c'est anecdotique, je précise, hein, c'est taillé, tu peux le voir, c'est Sloppy Joe's, taillé à la main. Imagine ton julep servi là-dedans. Il y a du cachet. Il y a du cachet, ça change ta vie. Est-ce qu'on peut faire ça en type de verrerie pour l'agricole? Ça serait pas mal déjà en France. Outil 1, réflexion numéro 1. Réflexion numéro 2, eh ben c'est ça. Le monsieur qui a créé le Sloppy Joe's était un monsieur qui s'appelait José Abial Otero. Ça, c'est une carte de bar de 34, celle-là, ou 35? 34. Ouais, c'est ça, 34. Ça, c'est un outil de communication extraordinaire que tu peux emmener avec toi à travers le monde. Tous ces petits gestes mis bout à bout, avec le rappel de la culture du agricole depuis 1889 en ce qui concerne Saint-James, en 2 secondes, avec peu de moyens, on peut faire énormément. Mhm. Et je tiens à rappeler une troisième astuce qui, moi, m'importe, parce que c'est quelque chose qu'un ami m'avait partagé, qui s'appelle Stanislav Varna, ambassadeur mondial Nika. C'est au Crayon qu'un Tchèque avait créé les passeports de bar. Oui. Je trouve toujours, si tu veux, dommage avec vous, vos voyages, que finalement les images sont là, mais on n'a pas forcément les recettes. Alors, ce monsieur tchèque, directeur du Crayon à Paname, avait créé un passeport de bar qu'il offrait à ses très bons clients. Et quand vous passez un moment de bar, faisons-le tous ensemble. Je vous invite à ce qu'on le fasse. On crée ce passeport du buveur agricole, ou comment dirais-je, du bon vivant Mhm. et joyeux compagnon de l'agricole. Ok. Eh bien, à chaque fois qu'il allait, il notait à chaque fois que les gens allaient dans son bar et appréciaient un cocktail, il leur offrait un passeport et notait la recette. Si chacun des barman en France faisait ça, chaque client a sa recette de l'agricole, va dans le prochain bar et demande à ce qu'on lui serve le même verre. Le barman se dit cool, je peux le faire, lui fait. Tu lances une autorité d'agricole sans les budgets market qu'on n'aura jamais. Ouais. Je rappelle David contre Goliath, 3% contre 97. C'est même pas la peine, comme dit un ami que j'aime beaucoup, Sun Tzu, l'art de la guerre, si l'ennemi est plus fort, change de terrain. Parce que tu as déjà perdu sur le sien, c'est fini. Ouais, mais alors, tu vois, j'ai l'impression que, bon, je sais pas si mon parallèle sera heureux ou pas, mais je vois les bars de mixologie un peu comme les restos étoilés, c'est-à-dire finalement limité premièrement à une clientèle un peu aisée. Moi, j'ai plein de copains qui, lorsque je vais à Paris, ne me suivent pas dans ces bars-là et je me retrouve alors, tout seul, ça me dérange pas parce que du coup, je sympathise avec les barman et je parle cocktail, mais parce que C'est gentiment formulé pour l'homme qui traîne tout seul dans les bars. Comme ça, je rencontre les... C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Olivier, en plus. Oui, c'est Moi, vrai, j'étais pas tout seul. Toi, t'étais Je pas tiens à tout le dire, seul. je tiens à le dire. On peut avoir Shabada, s'il vous plaît, derrière Shabada, Bada. Non, mais c'est vrai que du coup, tu vois, une soirée où je commence à 18h, je finis à 2h du mat, je prends le temps entre chaque cocktail pour pas être mort-sous à 2h du mat. Au final, la soirée va quasiment me coûter 100 € parce que j'aurais goûté, je sais pas, entre 6 et 8 cocktails. Et donc, c'est vrai que, premièrement, pour faire le parallèle avec les restos étoilés, il y a déjà cette clientèle qui est quand même assez... Enfin, qui est plus aisée, on va dire, que ceux qui vont simplement prendre, je sais pas, une pinte ou ne serait-ce que... Mais même une pinte aujourd'hui à Paris, pour moi, le breton, quand je retourne, j'ai fait 19 ans à Paris, même une pinte après, aujourd'hui, je fais attendez les gars, j'ai pas Oui, pu c'est pas craquer faux. mon PEL ce C'est soir. vrai que dit comme ça. Je savais pas que j'hypothéquais ma baraque, excusez-moi les garçons, là C'est vrai. Non, c'est fini. Hein. Et attends, je rajoute juste une chose. Oui. Tu parles d'un truc qui s'appelle, alors je dirais qu'il en faut pour tout le monde. Craft ne veut pas dire être bon, déjà. Non, ça c'est sûr. Un craft cocktail bar, ça veut pas dire que c'est un bon cocktail bar, petit A. Le tarot du 15 € pour 15 €, quoi qu'il arrive, ça se défend d'un côté. Moi, je préfère te dire, ce sera 19. Non, mais de toute façon, ça s'entend. Parce que je préfère te dire, le prix des matières premières, c'est sûr. Ça. Je veux dire, Et je préfère sourcer. Bah, bien sûr. Moi, je comprends pas certaines. Enfin, je comprends parce que, excusez-moi, là, c'est mon métier le bar et les marges et tout ça et les ratios. Mathieu nous écoute. Mais tu vois, il en faut pour tout le monde. Et bizarrement, dans ce que je travaille, j'aimerais bien, moi, carrément, on me dit, c'est quoi le cocktail? C'est 25 balles. Mais j'ai pas envie. J'aimerais qu'un craft bar, pas un palace bar. Parce que palace, c'est facile, c'est 34 €. Ritz, aujourd'hui, c'est 34. Ouais, c'est ça. D'accord? Bon, alors un Pim's Royal au Ritz à 34 balles, c'est une expérience. Je remercie Benoît du fond du cœur. Il m'a ramené un fameux Singapore Sling, qui est toujours dans mon frigo, Oui. du raffle de Singapour. Est-ce que c'est bon, Benoît? Je te laisserai juger. Voilà, j'ai mon
je tire la carte, je passe mon tour. Voilà. Si tu veux, pour moi, dans ce cas-là, pour nous, pour tout ce qui est craft bar, c'est compliqué parce que si tu veux t'aligner à un segment de 15 euros qui correspond à un CEP, CSP+, voire plus, c'est accessible. Pour le lambda, c'est pas accessible. Mais je trouve qu'à 15 balles, t'as pas forcément ce qu'on te propose, ce qu'on te promet dans le verre. Dans ce cas-là, va taper 19. Donc c'est des gaps psychologiques et financiers. Petit A. Petit B, j'ai pas de problème. Je répète, taper 34 balles dans un palace, j'y vais pas tous les jours. Je sais que j'y vais pour une histoire, une expérience. J'aurai peut-être pas forcément tout le temps de meilleur cocktail. C'est pas grave. Je suis plus enrichi comme quand vous êtes allé à Cuba, par l'ambiance qui est là. Ça fait plaisir voilà. C'est chatoyant, comme on dit, ça brille. Bon. À l'inverse, et je rends grâce à la Martiniquaise toujours de travailler avec eux et qui renouvellent leur confiance, le devise de la Martiniquaise, c'est les meilleurs produits au meilleur prix. Et moi, ce qui m'intéresse dans mon segment, même si j'ai 10 ans de direction de bar luxe, c'est le segment qu'on appelle populaire. C'est le segment de la GMS. C'est le segment du bistrot. Et si on travaillait ce segment, et je vous le dis en off, là en off avec ceux qui écoutent, ce que je prépare, chez moi, ça va coûter moins de 5 balles. Ce qui m'importera, c'est que tu boives bon et que tu puisses renouveler ta consommation. Maintenant, est-ce que j'aurai des spiritueux? Oui, je travaille à sourcer. Donc, est-ce qu'il est encore possible de faire des choses? Oui. Il faut accepter parfois de se dire, finalement, je ne fais pas 15. Parce qu'à 15, je ne peux pas aller vers ce que je voudrais. Il faudrait que je fasse 19. Je fais 19. Et la personne comme toi qui vient goûter, tu corresponds techniquement à 5%, voire 10% de la consommation cocktail. Clairement, oui, j'imagine. Donc, toi, tu es prêt à mettre 19. Ce n'est pas un problème. Et c'est toi qui feras peut-être plus de com parce que tu pourras dire, merde, là, ça fait du bien. Là, j'ai l'impression qu'on m'a vraiment fait quelque chose. Tu vois? Donc, c'est là où pour moi, il y a des seuils psychologiques, il y a des seuils économiques. Et après, il y a la notion de se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut bien boire? Est-ce qu'on a le droit en France d'avoir un agricole, excusez-moi, je travaille pour ma paroisse, avoir un old fashion agricole Saint-James VSOP, Saint-James Bitter, partout à la verse en France? Je ne prends pas de pourcentage, mais si on a déjà ça, on sait que Bourbon, rail, agricole. On sait ce que coûte un rail de verse pour un old fashion, le VSOP Saint-James le permet. Et même si sacrilège, je dis avec humour, le gars il me le fait à l'Angostura, j'en boirai 3. Parce que ça fera du bien. Et ça ne coûtera pas 19 balles. Parce qu'on sait ce que ça coûte, tu vois. Donc pour moi, ce sont des seuils psychologiques, ce sont des seuils culturels. Et si nous, Français, et excusez-moi, là je dis le monsieur qui s'est emmerdé sur le bois français qui continue, on demandait déjà ça. Mais en un an, le virage du bois français, il est fait sur le cocktail. Il est juste fait. Si nous tous, quand on sort, on dit avec humour, on s'oblige à boire un bon old fashion à l'agricole, mais l'automatisme, tu l'as créé dans le réflexe des barman de te mettre l'agricole à l'averse. La passivité aussi du client est phénoménale, et du professionnel est phénoménale. Alors moi je suis pire, c'est que je suis un teigneux, c'est que parfois je te demande des assemblages de Bourbon et de rail, Benoît le sait, on l'avait fait à Berlin, ou les Bunstern, je vais te demander des assemblages d'agricole et de rail, tu vois. Mais rien que le fait de mettre le mot agricole dans le cocktail, le barman me dit « Ah oui, c'est vrai que ça existe. » Et ça change, et on est tous des pros là, donc ce que je viens de dire, c'est pas grand-chose. C'est juste que si demain, nous tous, quand on sort prendre un verre, on s'oblige, je fais exprès, à commander un agricole old fashion, mais Paris, ils l'ont tous à la carte en un mois. Oui, ça c'est sûr. C'est aussi ça va vite. Alors qu'est-ce qu'on attend? Excusez-moi. S'il fallait que je l'ouvre avec humour et affection, faisons-le. Et faisons le mois, messieurs, de l'agricole, de l'old fashion agricole. Dossier clos. Et tous les mois, je vous propose, là maintenant, j'avais assisté moi à Coluche quand il avait créé les Restos du Cœur. C'est parti sur l'idée, c'est pas normal que des mecs en France meurent de faim. Si on aime nos rhums agricoles et qu'on se dit qu'on a envie d'en parler, eh bien, créons simplement le mois du rhum agricole old fashion. Dossier clos. Et disons qu'aujourd'hui, nous sommes le 7. Et bien, à partir du 7, tous les mois, chaque année en France, il y a le mois du rhum agricole. Toutes les marques vont suivre. Alors, on a une réaction très intéressante de Jérôme Vallanet, qui nous dit que je le travaille très souvent, Stéphane, en faisant beaucoup de formations dans ce type d'établissement, et la formation des bartenders n'est plus très simple, et tu le sais. C'est ce qu'on a dit. On l'a évoqué. Il faut surtout la motivation du patron à aimer le goût du bon, et se donner la motivation
pardon, ça a glissé, et se donner les moyens, pardon, de motiver ses équipes à plaire aux clients. Oui, mais ça, c'est encore un autre débat. Le problème de management en équipe, le problème de recrutement, c'est un autre débat que ce que j'évoque pour l'instant. Ouais, bien Ce que sûr. j'évoque pour l'instant, c'est que les professionnels que nous sommes, si demain nous sortons tous pendant un mois à demander au moins, je répète, une bière, j'en sais rien, on se demande simplement un old fashion, parce que le gin and it, enfin le rum and it que je viens de faire là, c'est techniquement bête comme c'est pied, hein, 2 ingrédients, j'ai rincé le verre au beater, j'ai jeté l'excédent et j'ai versé pour moi 4 centilitres parce que j'avais l'intention de ne pas boire plus que ça. Ben voilà, c'est fait. Hein. C'est Ouais. fait. Ouais. C'est Mais aussi ça. encore, Il y a du bitter partout dans les bars. Il y a du bitter Saint-Jean, vous me direz. Ça tombe bien, je travaille un peu pour ma paroisse. Mais il y a du bitter partout. après, Il y a de l'alcool dans tous les bars. alors non, justement, tu n'as peut-être pas de l'agricole dans tous les bars. Et c'est peut-être ça le problème, c'est un commentaire qui est revenu également, et tu as beaucoup de gens qui travaillent avec ce qu'ils ont, et ils n'ont pas forcément le haut du panier sur leur back bar. Alors, je reprendrai toujours cette phrase que j'aime beaucoup. Sommes-nous part du problème ou part de la solution? Très bonne question. Alors ça, Je pense que si, Là, déjà dans les bars, il y a de l'agricole, on commence ça, Ouais. ça va être fait. Tous les craft bars ont tous de l'agricole. Ouais. Même aux États-Unis, ils ont de l'agricole. Hein. Ouais. Si tous les Français qui allaient aux États-Unis commandaient, et je leur souhaite, je vais me le faire, on en avait parlé avec Benoît, la Kentucky Lane, et boire tous les craft bourbon rail de la terre qui existent, à être, je sais pas, ou heureux ou malade, comme c'est pas permis, Sûrement les deux. mais sûrement les deux, je pense, de soi moi. Mais si cette semaine-là, dans le Kentucky, au fin fond du Kentucky, dans les bars craft, ils ont tous de l'agricole, je vous le garantis, hein. On leur demande de nous faire un old fashion à l'agricole, ils vont le faire. Hein. Ça ne tient qu'à nous. Ça ne tient et ça ne nous coûte rien, parce que de toute façon, à la fin, on paye la consommation. Mmh. Donc, autant payer ce qu'on aime, ou en tout cas ce qu'on a envie de voir servir. Et je répète, Coluche a commencé comme ça, le Restaurant du Cœur. Je suis pas Coluche, bien au contraire. J'ai assisté à ça enfant et je me dis juste qu'aujourd'hui, oui, alors les budgets, j'ai nommé les budgets, les trucs, oui, mais finalement, tous les jours, aujourd'hui, dans les bars qu'on connaît, il y a de l'agricole. Ouais. Et j'ai eu un grand problème au début sur le tiponche parce que je trouvais que le tiponche desservait justement le fait de ce qu'on pouvait faire avec l'agricole. Ça m'embêtait qu'à chaque fois, on pense cocktail, on pense tiponche pour l'agricole. C'était pour moi un effet réducteur, dit avec humour, vasoréducteur. Aujourd'hui, le tiponche, pour moi, fait partie, je précise, dans la culture du bar américain, au musée américain du cocktail créé en 2017 à la Nouvelle-Orléans. Le seul cocktail avec le seul rhum agricole, c'est le tiponche. Donc, cool, faisons donc un levier dans ce cas-là pour le marché américain. Mais pas chez nous, c'est déjà acquis chez nous. Colonisons à retour, dit avec humour, cette culture anglo-saxonne du cocktail, servons-nous-en, ce sera un mot plus élégant, et feu, quoi. Ouais. Et je répète, 2 ingrédients, rum and it. Rhum St. James, 56,5, 4 centilitres, un rincé de bitter que je vous présenterai aux fruits. Enfin là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'ingrédients là. C'est un truc. Il reste un zeste de citron, si tu veux. C'est ça. Même en remuant le verre. Mais bon, ça c'est pour la mâchouille, tu mâchouilles à la fin, tu dis l'acidité de la vie. C'est pour ça que sur le rhum cocktail, je reprends parce que c'était juste pour l'histoire. La rhum punch, la formule du rhum punch, 1, 2, 3, 4. Ouais. Demain, on peut l'appliquer partout dans le travail. Demain, on peut tous demander, et je vous invite, on fait tous des photos demain, comme d'ailleurs, je vous dois une photo pour la confrérie sur le tiponche. Oui. Donc j'ai acheté le verre, tout ce qu'il faut pour faire, j'espère, une photo drôle. Mais de l'autre côté, demain, faisons tous le mois du Old Fashion agricole. Ou du Manhattan agricole, ou du Daiquiri agricole. Parce qu'en plus, Daiquiri, pareil. Tu sais, moi, quand je rentre dans les bars et que je vois les mecs, je dis bonjour, je vois Daiquiri, on me dit, non, cubain. Non, au clairin. Non, ça, parce que moi, je veux à l'agricole. Alors Vous avez un justement, sac. j'en profite juste pour une toute petite question. On dit souvent que pas mal de recettes de cocktails peuvent être twistées en changeant l'alcool lorsqu'il est blanc. Je pense au Negroni, je pense, là tu parlais d'autres cocktails, mais est-ce qu'on peut le faire systématiquement avec l'agricole ou est-ce que dans certaines recettes ça ne matchera pas et non malheureusement Alors, comme on est entre pros, agricole, ça veut tout rien dire. Ça dépend lequel tu vas prendre, ça dépend quel degré, ça dépend tout ça déjà. Est-ce qu'on peut faire un... Je vais te parler d'un cocktail que je trouve très intéressant, je vais illustrer ma réponse. Le boulevardier. Vous connaissez tous le boulevardier? Ouais. Ok. Vous connaissez la recette française du boulevardier en 29 qui est faite non pas pour servir, qui est faite bourbon l'ail, mais qui est faite pour servir le vin d'apéritif français. Historiquement, un boulevardier, c'est une variation de Negroni. Negroni, c'est une variation d'un Americano. Est-ce que l'Americano, c'est un ratio 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers? Ça ne l'a jamais été. C'était un ratio de moitié Campari, moitié vermouth avec une tombée de gin. Parce que tu voulais kicker ton Americano.
Mhm. D'accord? Sinon, c'était soda ou bière au gingembre ou chose comme ça. D'accord? Ou ginger ale pour être précis. D'accord? Bon, quand je dis ça, le boulevardier, généralement, on va te le faire un tiers. Aucun intérêt. Pour le rail ou pour le bourron non plus, hein. Aucun intérêt. Mm. Donc, si tu me fais un Negroni sur un ratio un tiers, ça sert pas. Le rhum agricole, bizarrement, va être beaucoup plus puissant. Et dans l'expression aromatique, je précise là encore, je répète, en fonction du rhum que tu vas choisir, ça ne matchera pas. Il va falloir que tu rééquilibres ta recette. Mm. C'est le principe. Et pour moi, le boulevardier que je souhaite vous faire goûter, qui sera donc un remardier, je fais exprès, cool. hein, je Ouais. retourne la langue, je m'en sers, je prends la culture, ce que j'avais fait à la française. À la française, tu avais le bistrot pour le cocktail, c'est-à-dire la boisson mélangée d'ADN culturel français, et tu avais le bar américain au sous-sol, mais uniquement sur du bois français, Ouais. 600 produits français. Et bien là, je reprends cette culture que j'adore, hein, j'adore le bar américain, je resterai un professionnel, j'espère, du bar américain, même si je travaille que 100% français, et bien maintenant, c'est le remardier. Arrêtons de boire du boulevardier, prenons du remardier, et on verra que finalement, j'ai trouvé la clé en 29. En 29, quand tu travailles, il travaillait plus l'idée que l'alcool fort était là pour illustrer le vin. Donc le ratio, c'était 2 fois du vin pour un quart Campari, un quart Bourbon. Mm. Parce que tu voulais une désaltérance, un cocktail frais. Est-ce que ça serait pas mal d'avoir une fraîcheur avec justement notre agricole à l'apéritif? À 50 degrés, va taper trop fort anti-ponche. Et ben là, finalement, le boulevardier, le remardier travaillé comme ça devient super désaltérant. Donc, bizarrement, certains cocktails vont nous aider. Maintenant, sur des classiques comme le Negroni, fait un tiers, il faut rééquilibrer un petit peu. Je pense Je rajoute après, tu vois, un truc que j'ai là. Alors, attention, je vais vous faire peur. Ceci n'est pas un rhum arrangé, ceci est un old fashion en maturation depuis 1 an. Oula, il y a de la vie là-dedans. Il y a de la vie là-dedans, comme tu dis. Ouais. Et tu n'imagines pas ce qu'il mange. Ça, c'est un old fashion qui a 1 an. En tout cas, on constate que tes propos font l'unanimité, on va dire, dans les commentaires, donc ça fait toujours plaisir à voir. Tu n'hésiteras pas surtout à aller voir les commentaires si tu veux bien et aller peut-être répondre à certaines choses que j'ai pas évoquées là maintenant, qui étaient peut-être un peu plus privées ou un peu plus précises. Tu jetteras un coup d'œil toi-même. Et c'est sur ces mots qu'on va clôturer cette émission, tout simplement, parce qu'on a déjà dépassé le temps de loin. En tout cas, on te remercie d'avoir. C'est moi qui vous remercie de l'invitation, messieurs. Mais de rien, tu reviens quand tu veux, surtout. Et puis, vous aussi, n'hésitez pas à écouter, réécouter cette émission sur toutes les plateformes disponibles et à laisser des commentaires, surtout sur les réseaux sociaux. Celle-ci sera disponible à partir de dimanche en replay, que ce soit sur YouTube, Spotify, tout ce que vous voulez. Voilà, tu voulais Je dire. me permets, messieurs, j'ai quand même monomisé la parole. Donc, j'aimerais bien vous entendre à mon tour. Ah. Qu'est-ce que vous en pensez du rhum cocktail? Quitte à déborder, débordons. s'il vous plaît. Je disais en début d'émission, et comme Olivier l'avait évoqué en début d'émission, et comme je dis toujours, je n'en bois pas. Voilà, je n'en bois pas. Est-ce que tu connais la recette de Jerry Thomas qui s'appelle Tom et Jerry? Oui, avec l'œuf. Ouais. C'est très bon, ça. Ouais, parce que j'ai trouvé ça très drôle et bon, j'avais noté au cas où on me demanderait une recette de cocktail. J'ai trouvé ça très marrant. Tu connais un type qui s'appelle Tom, en fait. C'est pour ça. Ouais, tu veux un cocktail que je vais te donner parce qu'à l'époque où Jerry Thomas, quand il écrit son livre, je précise, il n'a pas créé la culture cocktail, il a juste synthétisé et nommé ce qu'il a vu lors de ses voyages. Et quand tu ouvres le Jerry Thomas, attends, je vais essayer de te le montrer. Parce que si tu veux te faire un verre très drôle, et si vous voulez vous faire un verre très drôle tout le monde ce soir, je vous le donne parce qu'en plus, il est d'essence française. L'introduction de la liqueur, je rappelle que la liqueur est italienne, elle n'est pas française. L'introduction de la liqueur se fait en France par les Alpes, elle est faite par 2 moines, si ça vous intéresse, j'ai le traité quand il raconte comment ils ont introduit ça en France. Et quand Jerry Thomas arrive en France, lors de son voyage, il tombe là-dessus. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Si. Alors ça, ce petit cocktail est intéressant parce que Jerry, si tu veux travailler sur l'œuf, je t'inviterais plutôt à te faire ça. C'est quoi? C'est un flip ou un... Alors non, justement, ça fait partie des familles qu'on appelle les poussées. Ah, C'est un connais pousse pas. l'amour. Ça vient de la logique quand la liqueur est introduite en France sous Louis XIV. Les gens buvaient la liqueur après le repas pour pousser le café. Oui. Et donc, ça s'appelle les poussées. Donc, vous avez le pousse café, vous avez le pousse l'amour. Et quand Jerry se promène à Paris, il découvre cette famille. Je vous rappelle, pour la petite anecdote, ces poussées deviennent chez les pubs les layers, les shots. Qu'est-ce que ce verre si ce n'est l'ancêtre du shot à étage? Et donc, Jerry, si vous t'amusez ce soir, et je vais même te donner l'astuce pour le boire,
Je l'avais mis à la carte un jour sur une carte de cocktail pré-prohibition. Je voulais vraiment servir ce verre parce que je voulais me le servir à la base. C'est un cocktail chaud ou froid? Froid. Tu le montes, de mémoire, tu verras le cognac et tu mettras du bon agricole, par exemple un VSOP. Ça sert à rien de monter dans les tours, hein. XO ne serait pas forcément nécessaire. Mais un bon VSOP, chose comme ça, par exemple un Saint-James, pour pas le dire, fait le boulot. Et tu le montes avec un sirop, un peu de marasquin, un sirop de vanille, et tu mets un jaune d'œuf. Tu montes ça en étage. Ce cocktail, si tu le bois, il m'a fallu 3 fois pour comprendre ce petit cocktail, sur le jaune d'œuf, je précise. Il ne faut pas le boire en shot comme ça. Il faut le boire et le faire tourner en bouche 3 fois. Et là, tu as une pâtisserie. C'est hallucinant de gourmandise. Et si tu le fais au rhum agricole avec les notes d'épices qu'on a dans nos rhums à nous, ça va être encore plus hallucinant. Ça fait 3 cocktails que tu dois faire au Rhum Fest. Quand même, hein. Celui-là, je le fais pas. En termes d'hygiène, je prends pas le risque. Là, tu vas te faire emmerder, là. Ça, c'est sûr. Il y en a un qui va me dire, excusez-moi, je suis vegan, et j'ai envie de lui dire, bah, ça va être compliqué, là. Ça. Mais sur la culture du rhum cocktail, c'est pas mal le Tom and Jerry, mais celui que je viens de te montrer, tu le trouves, hein, franchement. Essaye-le et rappelle-toi, quand tu te feras les petits étages, ne charge pas, fais pas des étages à 4 centilitres, ça sert à rien. Tu montes, tu le prends, tu le bois et tu le fais tourner vraiment 3 fois en bouche. C'est un dessert, tu peux le servir en dessert ou en accompagnement d'un dessert, là par exemple de Périgues, c'est magique. Hein. 1862, hein. Techniquement Louis XIV. C'est encore français. Tu vois, c'est encore français. C'est pas comme si on n'avait pas tout ça. On a tout ça dans le patrimoine. Pour répondre rapidement à ta question, Tiponche, Daiquiri, Old Fashion et le tout au rhum agricole, moi personnellement. Et le tout au shaker, s'il te plaît, d'une traite. Alors non, pas le tout, mais... On appelle ça un cimetière, on a été ravis de te recevoir. Voilà, adieu. Même dans les bars, Laurent, tu prends ça systématiquement ou... Ah non, à la maison. Ah oui, à la maison, d'accord. Oui, parce que j'allais dire, je t'ai vu prendre des recettes plus audacieuses, entre guillemets, dans des bars. Ah ouais, non, il y a des trucs que je suis incapable de faire moi. Enfin, j'ai jamais essayé, mais voilà. Non, là, tu parlais sur des trucs pas trop de ce que tu fais à la maison. Quoi. Ok. Absolument. Ouais. Et vraiment, un des meilleurs old fashion que j'ai fait, c'est avec. Alors, il y a des gens qui vont peut-être dire que c'est un peu gâché, mais pas du tout. C'est le Dillon Brut de Fût 2013 old fashion. C'est gâché, effectivement. Non, c'est là. Toi, Benoît. Non, mais c'est là où la fameuse question arrive et je rebondis sur un sujet neutre, la bouffe. Excusez-moi, un bœuf bourguignon, on le fait avec un vin rouge pas bon ou un vin à 150 balles la quille. Si vous avez les moyens, je vous le souhaite de vous le faire avec un vin à 150 € la quille. Si vous n'avez pas les moyens, je recommande quoi qu'il arrive de prendre un vin de meilleure qualité. Ouais. C'est tout. Ouais. J'ai fait un truc, tu veux un truc dur, je me suis fait un Old Fashion au FMR 1 et au FMR 7. Oh, je trouve pas ça idiot, moi. Non, j'ai essayé au 1, mais ça marchait moins bien, j'ai trouvé. Mais c'est comme les Old Fashion au Caroli, c'est pas idiot non plus. Hein. C'est pas parce que la bouteille est chère. Pour moi, la logique du cocktail, c'est ça. Ouais. C'est tu tires vers le haut. Ce qui est important, en revanche, c'est de pouvoir faire ça et de proposer ça à la clientèle. Et de l'autre côté, d'avoir une base qui soit quand même un petit peu élevée. Ouais. C'est juste ça pour moi. Tu sais, quand je monte des bars, je compare ça toujours au saut en hauteur. Tu décides de commencer à un niveau. Tu n'as pas le droit de revenir en arrière. Donc, même si c'est que 5 cm, c'est-à-dire que personne n'a aucune... C'est pas grave. On se dote de quelques gestes, de quelques cocktails. Ils doivent être exécutés de manière parfaite. Et on va continuer à grandir là-dessus. Et plus tu montes, il n'y a jamais de retour en arrière. C'est pour ça que c'est pas pressé. Il n'y a rien de pire qu'avoir un bar dont la qualité passe son temps à monter en dents de scie. Ça, c'est fini. Tu sais très bien que troisième fois, tu n'y reviens pas. Si 2 fois, ça a été mal passé. C'est sûr. J'avais même une fois. Hein. Mais, non, moi, non, je suis breton, il me faut 2 points pour avoir un cap. Une fois, ça t'arrive toujours de faire mal. Non, bien sûr. Mais tu sais, je prends l'exemple de ce que je disais, c'est quand je me fais des tournées de bar de mixo, il y a tellement à Paris de concurrence qu'en fait, si je suis déçu une fois, vu qu'avec les enfants, j'ai pas l'occasion d'y aller tous les mois, du coup, je me dis, non, tant pis, tu vois, je vais aller. Et c'est là où le breton va dire, je suis pas d'accord, il faudrait vraiment ne pas avoir d'enfants. Imagine, le gars qu'on a 3, dit, t'en as combien? Non, ce que je te dis, c'est oblige-toi à y retourner. C'est vrai. C'est pas faire pour les gens qui travaillent. Tu peux avoir un jour où t'es pas bon, t'as peut-être des mecs aussi qui ont des enfants.
Et c'est mon cas. Et un jour, j'en sais rien, même une journée, excuse-moi, une journée de merde. Non, mais t'as raison, bien sûr. Ça arrive, on est humain. Et c'est pas faire pour le bar, parce que le pire, c'est que tu passes peut-être à côté d'une grande personne, parce que justement, elle n'est pas dans le rapport fake. Moi, ça m'est arrivé une fois sur une carte. Il y a eu une carte, première expérience dans un bar que je ne citerai pas, puisque maintenant il fait partie de mes bars préférés de Bixo à Paris. Première fois que j'y vais, écoute, je teste 3 drinks, aucun qui me plaît. Et je me dis, bah merde, la prochaine fois, tant pis, je testerai autre chose. Puis en fait, je les suivais sur Instagram, et puis quand même, je vois les recettes, je me dis, ah, quand même, merde, ça a l'air vachement bien. Et bah écoute, depuis, je rate pas une carte, et voilà. Donc, non, mais t'as raison, hein, t'as raison. Pour moi, sincèrement, c'est si tu as 2 points, tu sais ce qui se passe. Et je rajoute, je parle même pas les problèmes de turnover. Là, c'est un autre débat, les problèmes de turnover, les problèmes de personnel, les problèmes de formation, ce que j'ai déjà évoqué. Tout ça, ce qui fait qu'à la fin, c'est super compliqué. Je rajouterai maintenant le bottling qui arrive. Le bottling, quand on dit c'est nouveau, ouais, ça fait juste 150 ans que ça existe, quoi. C'est pas vraiment nouveau. Et est-ce que le bottling est utile dans le bar? Oui, si tu as un bar à volume, bien sûr, ça a toujours existé. Je l'ai fait, il y a 20 ans que je l'ai fait. Ça te permet de libérer une partie de ta production pour faire 2 choses. Vendre et faire passer un bon moment à ton client. C'est-à-dire avoir du temps pour l'interaction. Avoir du temps, bien sûr. Tu vois? Moi, j'ai eu du mal avec ça au début. Ouais. Maintenant, je le comprends et je le conçois, mais au tout départ, tu perdais le côté exécution, voilà, réalisation, ça, devant ça. Oui, bien sûr. Mais ça fait partie du bar. Et je rajoute, certains cocktails sont meilleurs. Tu vois? Oui, s'il repose un peu. Un an de macération sur le fashion. Le jour où je te le salaire, tu vas me dire, tu pourras le boire qu'une fois dans ta vie, tu vas me dire, waouh, je peux en avoir? Ouais, il va falloir attendre un an. Et je vais juste mettre ça sur des glaçons, hein. Je vais pas faire autre chose. Hein. Ça dépend après du level de craft que tu vas travailler. Et par contre, je vais faire le vieux rabat-joie, mais c'est donc sur ces mots-là. Exactement. Parce qu'il y a non, Laurent, c'est le moment de Non, ça va. Alors, je me permets, j'ai toujours rêvé de la faire. Les décors les costumes étaient de Donna Cardwell, les décors de. Messieurs, merci de votre accueil, à tous ceux qui nous ont suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et s'il vous plaît, réfléchissons, faisons ce mois du Old Fashion avec Old, s'il vous plaît. Pourquoi pas? Si ça vous tente. Très très bonne idée. Il y avait la Old Fashion Week à Paris. Tout à fait. Old Fashion Week. Du coup, voilà, il faut le twister. Prenons-la. Et comme on dit en français, Kenavo. Salut. Santé.